Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Mais Alexandre, c'est une bombe que lance Radio-Canada. Est-ce que Mark Carney aurait menti sur le sujet le plus important de la campagne? Et parions que ça va rebondir aujourd'hui. Bien sûr, dans la point campagne. de presse, là. Ouf, j'ai l'impression les stratèges libéraux vont devoir réajuster le tir parce que ça se peut que votre annonce du jour soit éclipsée effectivement par cette histoire-là. Rapportons-nous un peu dans le temps. 28 mars dernier, cet appel entre le président américain Donald Trump et Mark Carney. Qui avait suspendu sa campagne. Pour une énième reprise pour enfiler ses habits de premier ministre, effectivement. Et là, dans un point de presse après cet appel-là, souvenons-nous que Mark Carney avait dit « Le président américain a respecté la souveraineté du Canada dans la conversation privée et dans ses commentaires publics. » Or, Radio-Canada nous apprend ce matin, selon donc deux sources, que l'enjeu de la souveraineté canadienne, peut-on lire, là, a été soulevé en première partie de la conversation. Donc, Trump a parlé du 51e État avec Mark Carney. Il aurait donc mis de l'avant, selon Radio-Canada, les avantages pour le Canada de se joindre aux États-Unis, ce à quoi Mark Carney aurait répondu « We'll agree to disagree on this one ». Donc, ce qu'on pourrait traduire par on peut être d'accord d'être en désaccord sur cette question. Une expression classique en anglais. Là. On s'entend pour pas s'entendre sur ça. Et là, ce sera difficile de rentrer la pâte à dents dans le tube. Là. À partir du moment où Mark Carney a fait des déclarations publiques en disant le président américain, très bonne conversation avec le président américain, il a respecté la souveraineté du Canada. Puis là, il s'est beaucoup positionné dans les dernières semaines comme étant la bonne personne pour gérer la crise. J'ai géré des crises toute ma vie. Et cet appel-là a été la clé de voûte de tout son argumentaire de dire la preuve, le garde avec Trudeau, les appels, c'était toujours bordélique, c'était des menaces, le 51e État. Garde Carney arrive là, prend le téléphone, tout a changé, tout est différent. Oui. Finalement, ça a été la même conversation qu'avec Justin Trudeau. Est-ce que, Mario, ça peut représenter, parce que là, il reste 4 jours là, avant le vote, là. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'il est trop tard ou ça peut être un point pivot dans cette campagne électorale? Là? Ben moi, je pense que présentement, il est trop tard, la campagne est finie, mais si ça sort il y a 2 semaines, à mon avis, ça change le cours de la campagne complètement. Hein? Totalement. Oui, parce que c'est pas un argument, c'est pas comme un élément de son programme. Là, c'est la raison pour laquelle les gens votent pour lui. C'est la clé. Écoute, pour avoir parlé à des centaines de personnes, avoir lu les commentaires des gens, la raison de voter Carney, c'est que ça va être différent. On a confiance en lui pour négocier avec Donald Trump. C'est comme ça qu'il a une Carney. Ouais, mais là, à cette étape-ci, tu me demandes, est-ce que ça peut changer des votes? Mais je pense pas. Déjà, le quart des gens ont voté par anticipation. Là. Ceux-là, on les changera plus. À mon avis, c'est... D'ailleurs... La nouvelle est énorme pour Radio-Canada. Il ne faudrait pas qu'on apprenne que Radio-Canada le savait avant, là. Oh! Oh! Quand est-ce qu'ils ont su ça? J'espère qu'ils ont su ça hier, Radio-Canada, puis qu'ils le sortent hier. Il faut vraiment être sûr de ça. Poilievre aussi, Pierre Poilievre, qui est dans l'eau chaude d'une certaine façon. Lui, c'est le Globe and Mail là, qui sort une mauvaise nouvelle. Oui, et selon ce que nous rapporte le Globe and Mail ce matin, Pierre Poilievre, qui représente la circonscription donc, de Carleton, autour d'Ottawa, là, depuis 2004, serait à risque dans sa propre circonscription à un point tel que vraiment des gens influents du Parti conservateur, des gens d'expérience ont été dépêchés sur le terrain dans sa circonscription pour essayer là, de consolider ce vote-là. Alors ça, c'est majeur. C'est ce que rapportent plusieurs sources donc au Globe and Mail, 4 au total. Quand on regarde un petit peu les résultats des dernières campagnes, en 2021, Poilievre avait reçu 52 % des votes dans cette circonscription-là. 2019, 46 % des votes. Alors, ce qu'on observe, selon ce qui est rapporté dans le Globe and Mail ce matin, c'est un effritement donc des appuis de Pierre Poilievre dans sa propre circonscription. Mais ce qu'on semble dire, c'est que la grande région d'Ottawa, comme beaucoup d'autres régions au Canada, s'apprête à sortir très libéral. Alors lui, il est en banlieue, il n'est pas dans le Ottawa urbain. Non. Il est en dehors d'Ottawa, mais quand même, il est dans le cercle d'influence d'Ottawa. Oui, puis là où Carney va se présenter aussi dans la circonscription voisine de Nepean. Et je vous mentionne également, je le mets sur votre radar, là, puisque quand il y a des sondages, on aime vous le mentionner, le Main Street, qui fait... Je pense que le Main Street, c'est celui qui met les deux les plus côte à côte. Là, sauf 42 que là, libéraux, écoute 41 conservateurs. Ce que je te dis. Ben, c'est ça. Là. Il commence à s'ajuster. Parce qu'il mettait les conservateurs en avance jusqu'à avant hier. Là, les libéraux sont repassés en avance. Là. Donc, je comprends qu'il a l'air à les mettre plus serrés, mais il faut regarder d'où il part. Donc, lui, écoute, je serais pas surpris qu'à la fin de la semaine, il va arriver avec les libéraux 3-4 points en avance, comme tout le monde. Comme le dernier léger. Comme les autres. Pourquoi ça dégringole comme ça?
Fais-moi pas dire des affaires. Quand tu as un sondage ou une firme de sondage, tu arrives toute la campagne avec des résultats complètement différents de tous les autres. Je parle en général. Je parle pas cette fois-ci. Je vais parler en général. Ouais. Quand tu as une firme de sondage, tu arrives avec des résultats complètement différents des autres. Totalement différents des autres. Comme là, qui mettent, eux, les conservateurs en avance depuis un certain temps. Il arrive parfois que dans les 3-4 derniers jours, oups, ça se met à s'ajuster. Puis ça revient à un résultat plus semblable aux autres. Puis que là, quand t'arrives le jour du vote, ben tu dis, regarde, le dernier sondage, j'étais bon. Oh, Tu comprends? ouais, une stratégie. Parce que si t'as un sondage qui est vraiment en dehors de tout ce que mesurent les autres, puis t'as raison, tu passes pour un génie, mais quand toutes les firmes puis les firmes fiables arrivent à dire les libéraux sont très en avance, puis toi, tu te dis, OK, moi, j'ai les conservateurs 2 points en avance, puis t'es le tout seul, c'est bizarre. Ça peut être la méthode, parce que, tu sais, il y a les robocalls, il y a toutes sortes de méthodes qui peuvent biaiser. Mais j'ai remarqué ça ce matin, j'ai dit, oups, tiens. Main Street, les libéraux. Ouais, c'était justement. Bon, on revient sur la relation Canada-États-Unis parce que Donald Trump, hier, s'est amusé à ressortir des propos de Justin Trudeau. Oui, qui aurait affirmé à M. Trump, dans une conversation, que le Canada cesserait d'exister si le Canada était privé du soutien américain. Alors, Trump a dit ça hier en s'adressant aux médias, signait des décrets avec son gros Sharpie, comme d'habitude, et selon lui, il a répété encore une fois là, bon, que les États-Unis subventionnent le Canada à coût de 200 milliards de dollars. Ce qui est faux. Et il y a un deuxième volet concernant les tarifs, là, parce que Trump est revenu un peu sur cette question-là, notamment sur les tarifs sur les véhicules. Alors là, hier, il a ouvert la porte à une autre augmentation des droits de douane sur les voitures, sur les pièces qui sont produites là, au nord de la frontière. Ça, c'est pas nécessairement de bon augure, là. Le président Trump était plus discret sur cette question-là. On avait un peu l'impression qu'il nous avait oubliés dans les derniers jours. Or, hier, il est allé non pas d'un, mais 2 coups envers le Canada. Le Canada sera représenté aux funérailles du pape, mais pas le premier ministre Carney. M. Carney ne mettra pas sa campagne encore une fois sur pause en fin de semaine pour aller aux funérailles du pape François, qui, je vous rappelle, seront célébrées là, donc samedi très tôt. Là, ce sera à 4 heures à notre heure à nous. Donc, ce ne sera pas Mark Carney, ce sera Mary Simon, notre bien-aimé gouverneur général qui va représenter le Canada. Officiellement, sur papier, c'est elle la chef de l'État. Absolument, ben oui. Mais dans le contexte actuel, je pense que ça arrive Oui, c'est parfait. Dieu Carney. Je comprends qu'on va être à la tête d'une délégation, exactement. le président du Sénat. Oui, Martine Biron aussi sera là pour représenter le Québec. Ça a été questionné ça un peu hier, hein? L'Assemblée nationale, entre autres du côté des libéraux. Sans raison, à mon avis. Oui, c'est ça. Questionnement ridicule. Là, je pense que le Québec a toujours été représenté, même à l'époque du décès de Jean-Paul II, Jean Charest avait organisé une délégation multipartite. J'y étais. Il voulait avoir des gens de tous les partis, les maires des grandes villes. Donc, on voulait avoir une représentation du Québec pour les funérailles du pape. Je pense que c'est tout à fait approprié. Ouais, en ce qui concerne cette chapelle ardente-là, donc Basilique Saint-Pierre, il y a déjà près de 50 000 personnes qui se sont recueillies devant la dépouille du pape François. En fait, à mon avis, c'est le nombre de personnes, ce n'est que la limite physique de la largeur du corridor. Puis, parce qu'il y a du monde, là, c'est comme... On a même dû prolonger les heures d'ouverture, là, garder pratiquement les portes ouvertes de la basilique jusqu'en pleine nuit là, pour que les fidèles puissent rendre hommage au pape. Bon, discussion du Québec avec les médecins, du gouvernement du Québec avec les médecins. On en sait un peu plus parce qu'au cours des dernières heures, la proposition du gouvernement aux médecins a été déposée sur le site du Conseil du Trésor. Et ça risque de faire réagir. Si vous pensez que toute la question là, des pastilles de couleur hier, là, si ça a fait couler beaucoup d'encre, fait grand bruit, regardez bien ce que ça va donner aujourd'hui. Et bon, tu me pointais 2 éléments importants là, de ces propositions du gouvernement, d'une part envers les médecins de famille, les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes. On va le décortiquer. C'est très long, il y a beaucoup de textes, mais je vais attirer votre attention là, essentiellement sur deux paragraphes. Le premier, ça touche les médecins de famille, donc les omnipraticiens, et c'est en lien avec la performance. OK? Donc, la performance. Je vous lis un point. Donc, afin de permettre le financement incitatif collectif, lequel peut représenter jusqu'à 33 % de la rémunération que prévoit l'entente, les parties conviennent de dédier 25 % de l'enveloppe budgétaire globale à la performance. Donc, il y a 25 % de la rémunération. On va dire qu'il est mis de côté comme dans un compte en fidéicommis qui n'est pas versé automatiquement aux médecins.
qui est mis pour l'atteinte d'une performance. Ouais. Et là où c'est l'autre phrase. Où le bas blesse, c'est l'autre phrase. Si les objectifs ne sont pas atteints, les sommes dédiées à la performance prévues dans l'enveloppe budgétaire globale ne seront pas dues à la FMOQ. Ne seront pas versés. Ne seront pas versées. 25 Et je comprends de la performance. Ce que j'ai lu, puis effectivement, il faudra que ce soit analysé. Là. Écoute, il est 6 heures du matin. Ouais. Mais j'en comprends que ce qu'on parle d'une performance, c'est une espèce de performance collective des médecins. C'est une obligation de donner un service à l'ensemble de la population. C'est un nombre de rendez-vous, de visites pour l'ensemble de la population. Ce qui fait que, comment je dirais ça? Mettons le médecin qui travaille fort, lui, il va dire, moi, je peux pas en faire plus. Il pourrait être pénalisé. Ben, c'est tout le temps ça. Par ses collègues. Non, mais... Les performances sont toujours pénalisées. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est que tu vas mettre une pression sur la FMOQ pour discipliner l'ensemble de ses membres. C'est comme si le syndicat devient tout à coup responsable, que si tu veux aller chercher tout l'argent pour la rémunération pour tes membres, il faut collectivement vous donner un service à la population. Alors que si un médecin, individuellement, lui, atteignait ses cibles, ben lui, ça touchait sa rémunération à lui. Ouais. Et il y a aussi des mêmes genres de concepts de responsabilité collective pour les médecins spécialistes. Exactement. Alors, encore là, je vous lis un paragraphe parce qu'il y a beaucoup de textes. C'est le suivant, portez attention. Lorsque le pourcentage des demandes de consultation hors délai par spécialité et par région est supérieur à 35 % de l'ensemble des demandes de consultation, les tarifs de consultation sont établis à 70 % du tarif prévu à l'entente. Donc, s'il y a plus que le tiers des gens hors délai, on coupe la paye. On réduit la paye. De 30 % Exactement. On vous verse seulement 70 % de la rémunération si les objectifs sont pas atteints. Puis après ça, il y a toute une échelle à 80 % Ouais. Donc, je vais vous faire une prédiction. les fédérations médicales ne seront pas d'accord et vont annoncer la guerre. Tu sais, déjà, hier, ça donnait le ton un petit peu hier. Rappelons un peu là, ce qui s'est dit. C'est la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc le syndicat de médecins là, pour les médecins de famille, qui a rendu public hier la proposition de Québec de mettre les fameuses pastilles de couleur de l'avant. Des pastilles qui serviraient à quoi? Qui serviraient à évaluer des cas urgents. Il y a la couleur rouge qui est jumelé à un cas urgent, vert pour les personnes qui sont en santé, et on prioriserait, en fonction de la couleur de la pastille, les patients qui seraient donc attribués à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Là, le gros questionnement, c'était, coudonc, va-tu perdre notre médecin de famille si on est en santé? Le gouvernement Legault a dit non, c'est pas comme ça que ça va quand même arriver. Je vous fais entendre successivement les commentaires du ministre de la Santé, Christian Dubé, le docteur Marc-André Ammiot, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, et Vincent Marissal, qui, à mon avis, avait probablement la meilleure ligne de la journée. Il est porte-parole de Québec solidaire en matière de santé. Il y a un code de couleur qui a été mis en place par l'INES, qui est disponible. Alors, on va classifier les Québécois en pastilles vertes, jaunes, oranges et rouges. Bien, ça n'a pas de bon sens. Pastilles de couleur, là, c'est ludique à la SAQ, mais c'est dangereux en santé. Parce qu'on va échapper du monde, on ne fera plus de prévention. Ouais. Ben, j'ai un drôle de cas parce que moi, mettons, je suis en bonne santé. Jusqu'à aujourd'hui, je serais un vert. Tu sais. Donc, toi, tu serais bonne santé et fruité? Non. Il n'est pas charnu. Mais est-ce que pour un médecin qui me prend en charge, je vaux moins cher, mettons, qu'une personne de 85 ans, diabétique, cardiaque, etc.? Ben, je pense que oui. Dans le sens que je sais que la pastille de couleur fait sourire, mais un code quelconque que les patients ne valent pas tous la même chose. C'est-à-dire que si tu veux encourager les médecins à prendre en charge les clientèles lourdes, parce que la tentation de certains médecins pourrait être de dire, ben moi, si je veux en prendre en charge 1500, je vais prendre en charge des gens jeunes et en santé. Je les ai en charge sur ma liste, mais je les vois jamais. On va le voir aux 4-5 ans. Ouais. Fait que il y a une logique, il faudra y arriver, mais il y a une certaine logique. Je comprends que quand on le met dans le code de couleur, la ligne de Vincent Marissal est plutôt comique, plutôt bonne. Ça clique, la commission d'enquête, ça commence déjà aujourd'hui. Oui, là. ça, ce sera bien sûr à surveiller. On a tellement parlé de cette commission-là, notamment avec la nomination du juge Denis Galland qui va la présider. L'objectif, ça va être de comprendre qu'est-ce qui a engendré des dépassements de coûts de 500 millions de dollars pour SACLIC. On se souviendra, ça avait été un vrai cauchemar politique pour le gouvernement. Des files d'attente a pu finir à l'extérieur. La tempête politique à la suite du dépôt de la vérificatrice générale qui parlait donc de ce dépassement de coûts majeur portant la facture à plus d'1 milliard de dollars. Ça a coûté le poste à Éric Kerr notamment, mis une pression très, très forte
sur Geneviève Guilbeault, sur François Bonnardel également, à savoir qui savait quoi à quel moment. Toute la question de est-ce que les fonctionnaires, les dirigeants de la SAAQ ont mal informé les députés et les ministres. Oui, parce que c'est la thèse du gouvernement qui ne se sont pas fait dire la vérité. Ben oui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que M. Galland, le juge Galland qui préside, va aussi, au-delà de tous les autres enjeux, devoir faire face ou attaquer la question de sa propre crédibilité, parce que l'opposition a mis... Lui, il connaît personnellement Sonia Lebel, il a travaillé avec elle. Alors, je pense qu'il va devoir établir son impartialité, là, et je m'attends à ce qu'il fasse des déclarations là-dessus. Tu as raison. Rapport final au plus tard, le 30 septembre prochain, ça inclurait ses recommandations. Une commission d'enquête, une des plus rapides de l'histoire, là, si on respecte le délai. Là, je pense que ça n'a jamais été le cas. Bryan Adams en tournée? C'est une grosse tournée. Mais moi, je pourrais te dire ça. Ah ouais? Summer of 69. Ouais. J'ai été conçu. Cette année-là. Est-ce que Summer of 69. J'ai été conçu. L'été 69. Ah oui, je suis né en mai 70, pense-y. Là. Ben oui. Mais j'avais fait le calcul. The best days of my life. J'adore. D'une certaine façon. Est-ce que tu as l'impression que Brian te chante la chanson? Ben oui. Un hommage. C'est pas Mario Dumont. Donc, oui. J'espère ça. Donc, il y a plusieurs dates de spectacle, mais dont 2 qui seront présentées au Québec. Donc, 8 et 9 octobre, Centre Bell et Centre Vidéotron. C'est la tournée Roll with the Punches. Bien sûr, Bryan Adams a toujours l'habitude de faire ses plus grands classiques. Ça coïncide avec un 17e album qui s'en vient, mais Bryan, je trouve qu'habituellement, dans les shows que j'ai vus de lui, il sait comment plaire aux fans. C'est-à-dire que quand tu sors un nouvel album, on veut peut-être entendre 2-3 chansons, mais on veut surtout entendre les chansons qu'on connaît. Et moi, les shows que j'ai vus de lui, c'est toujours ça. Il est en forme, il est content d'être là, il aime le Québec. Enfin, un artiste qui aime ça venir ici. Donc ça fait du bien. C'est le Cheap Dogs qui va assurer la première partie. Ça, quand tu fais la partie de Bryan Adams, j'imagine que tu le mets en haut de ton CV. Donc, c'est une nouvelle qui a beaucoup circulé hier. Puis ça fait du bien d'avoir des artistes comme lui chez nous. Bryan Adams, qui était allé même à Trois-Rivières. Tu sais, il était allé, il me semble, aussi à Rimouski. C'est le fun aussi de voir ces artistes-là se promener dans nos régions au Québec. Oui, il fait il répond oui à certaines invitations des grands festivals qui s'essayent de l'avoir. Et finalement, défaite du Canadien. L'entraîneur n'avait pas l'air découragé complètement quand même. Non, pas complètement, mais je serais pas surpris de voir certains ajustements là, en vue du match numéro 3 vendredi à Montréal. Donc, les Capitals de Washington qui ont remporté le match numéro 2, 3-1 contre le Canadien. Une première période où le Canadien a été beaucoup plus combatif, par exemple, que lors du premier match. A fait preuve d'une certaine robustesse aussi à l'endroit des joueurs des Capitals. Parlons à Josh Anderson qui a ramassé Wilson le long de la bande, a été finalement puni pour son geste, mais Wilson l'a nargué par la suite et Anderson l'a remis en lui faisant un double échec. Alors là, le Canadien qui a été chassé, qui a malheureusement été puni là, 2 minutes supplémentaires, mais il n'y a pas eu de dommage, il n'y a pas eu de but sur cette séquence-là, si bien que tous les espoirs étaient permis en deuxième période. Même le Canadien qui a ouvert la marque avec un but de Dvorak, un but vraiment où on s'est acharné là, devant le filet, 1-0 pour le Canadien, mais ce qui a fait très mal, encore une fois, à l'équipe, c'est 2 buts rapides dans l'espace d'1 minute des Caps qui prenaient les devants. Le match s'est réglé en 60 secondes. Là. Parce exactement. Washington n'a pas recompté en filet désert, mais... Si c'était des prouesses de Montembeault, si Montembeault n'était pas aussi solide devant le filet, le pointage n'aurait pas été 3-1 parce que, McMichael a marqué son deuxième là, dans un filet désert, coupant finalement les jambes aux Canadiens. Mais ce qui a marqué, encore une fois, surtout là, certaines séquences, notamment, je pense à Caulfield qui a été malmené, c'est vraiment là, ce double échec de Dowd à l'endroit de Caulfield là, en zone des Caps. Là, vendredi, est-ce que Martin Saint-Louis va amener des changements à son alignement? Est-ce qu'on va être tenté d'habiller Jacky, de retirer, par exemple, un attaquant? Qui pourrait être cet attaquant-là? Est-ce que Patrick Laine va jouer le prochain match? En tout cas, une chose est sûre, Patrick Laine n'a pas mis le patin sur la patinoire en troisième période. Saint-Louis l'a cloué au banc et voici pourquoi. Honnêtement, j'étais allé avec 9-10 joueurs que je pensais qu'ils pouvaient aider la cause. Comme on dit dans le langage du hockey, on a raccourci le banc. On a raccourci le banc, donc on comprend que Laine n'aidait plus la cause.